Salut et bienvenue. On va essayer de continuer notre cours de mécanique des sols. Je pense que cette vidéo sera la dernière vidéo sur le chapitre numéro 4 là, de plasticité et structure des sols. Donc, dans la vidéo précédente, on avait parlé de tous ces 4 points-là jusqu'au niveau de ceci. Tous ces points-là, pardon, ça dépasse 4 quand même, jusqu'au niveau de l'activité du sol. OK? Donc, euh, dans cette vidéo, on va essayer de parler de ces deux points-là, de la charte de plasticité, la charte de Casagrande là, et puis structure des sols. C'est deux points-là qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, la charte de plasticité d'abord. Cette charte de plasticité-là, on a vu dans les vidéos précédentes, dans les cours précédents là, et les tests en laboratoire, comment obtenir toutes les limites là. Limite de liquidité, limite de plasticité, limite de retrait, tout ça. Et ces informations sur les limites là fournissent vraiment des informations précieuses sur la cohésion des sols. Okay? Sur les sols cohésifs. Encore, je répète, ces limites que nous avons, la limite de liquidité, plasticité, tout ça là, ça ne concerne que les sols fins, les sols cohésifs, les sols qui ont de la cohésion, okay? Comme l'argile par exemple. Donc, il y a ces chercheurs là, Casagrande, ce qui a fait ces recherches et a abouti à un tableau de plasticité ou bien une charte de plasticité qui comprend une ligne A, ligne empirique. Voici le tableau, la charte là, de Casagrande en question. Il y a cette ligne-là qu'on appelle la ligne A, la Casagrande. Cette ligne qui permet de séparer les différents types de sols en fonction de la limite de liquidité, des liquides limites, et l'indice de plasticité. J'espère que vous vous rappelez comment on obtient tous ces limites-là et l'indice de plasticité. Si vous avez votre limite de liquidité et puis limite de plasticité, vous pouvez obtenir l'indice de plasticité en faisant limite de liquidité moins limite de plasticité. OK? Donc, si vous avez votre indice de plasticité, ça c'est en ordonnée ici, et vous avez limite de liquidité, vous placez votre point. Donc, ça va vous donner quel type de sol vous avez à faire. OK? Donc, si vous voyez, par exemple, la code des couleurs là est là, tout blanc là, dans cette zone-là, ce sont les sols qui n'ont pas de cohésion. Cohésionless. C'est ce que ça veut dire. Cohésionless soil. Des sols qui n'ont pas de cohésion. Ça veut dire les sables et les argiles, par exemple. D'accord? Donc, cette zone-là, par exemple, on va dire que c'est des, des siltes, des limons inorganiques avec compressibilité très élevée ou encore des argiles organiques dans cette zone. C'est la couleur comme ça. Après, si vous allez ici, par exemple, c'est de l'argile inorganique avec plasticité élevée, avec une plasticité élevée. Si on revient ici, cette couleur-là, des limons inorganiques avec compressibilité moyenne ou des limons organiques. Si vous montez ici, je dis cette couleur-là, les argiles inorganiques à plasticité moyenne. Voilà.
Et ce point-là, qui est là, c'est un limon avec compressibilité faible. Et celui-là, ça c'est les argiles inorganiques avec faible plasticité. Donc, comme c'est en anglais, là, j'ai traduit tout quoi, pour vous. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit que des argiles et des limons, par exemple. OK? Donc, des sols fins, en gros. Donc, cette charte de classe et plasticité de Casagran, là, ça n'utilise que c'est utilisé pour les sols fins. Donc, la ligne là, cette ligne, donc, elle vous permet, comme je disais, de différencier les argiles inorganiques des limons en fonction de leur valeur d'indice de plasticité et de limite de liquidité. Donc, vous avez votre limite de liquidité, l'indice de plasticité, vous placez et vous allez, ça vous permet de savoir de quel type d'argile ou de limon vous avez affaire. OK? Donc, les tableaux là, cette charte de plasticité là, elle aussi intervient. Elle facilite la classification des sols dans les systèmes de classification unifiés. Donc, cette classification-là, c'est ce qu'on va voir dans les euh, chapitres suivants, les chapitre 5, classification des sols. Donc, vous allez voir qu'on va utiliser cette charte de plasticité-là. OK? Et cette ligne U, il y a une autre ligne, vous voyez, vous la voyez ici. Ça, c'est la ligne A, c'est là, là. Et là, c'est la ligne U. Donc, cette ligne U-là, positionnée au-dessus de la ligne A, représente la limite supérieure de cette relation, la relation entre plasticité et l'indice de plasticité et limite de liquidité dans les sols. Et son équation est celle-là. Donc, c'est la même équation qui est là. Indice de plasticité, PI en anglais, Plastic Index, Plasticity Index, qui est égal à 0,9 facteur de limite de liquidité moins 8. Donc, cette équation aussi, c'est l'équation de la ligne A qui est là. L'équation de la ligne A, l'équation de la ligne U. Donc, je pense que vous avez compris le premier rôle, l'importance de cette charte de plasticité là. Il y a aussi une autre façon d'utiliser les lignes A et puis ligne U. C'est que ces lignes peuvent nous aider à déterminer la limite de retrait d'un sol. Si vous savez l'indice de plasticité et la limite de liquidité, vous pouvez utiliser cette ligne-là, ces deux lignes-là pour obtenir limite de retrait. Donc, voici en utilisant cette figure. On vous explique un peu comment ça marche. D'abord, vous tracez, vous positionnez votre point. C'est-à-dire, après avoir fait le test au labo de votre sol, vous avez l'indice de plasticité, vous avez limite de liquidité et puis l'indice de plasticité. J'espère que vous vous rappelez comment on détermine ça, parce que dans les vidéos passées, on a parlé de ça. Tout, et on a tout expliqué, comment obtenir ces deux paramètres. Donc, si vous avez limite de liquidité et l'indice de plasticité, vous placez ça sur la figure là, en utilisant les coordonnées. Donc, supposons que vous êtes placé et puis vous vous trouvez là au point A. OK? Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous prolongez les deux lignes là, ligne A et puis ligne U. Vous les prolongez. Ils vont aller se trouver naturellement à un point parce qu'ils ne sont pas parallèles. Donc, forcément, ils vont se croiser à un point. Et ce point-là, on va l'appeler point B. Et les coordonnées du point B là, l'abscisse sera limite de liquidité égale à
moins 43. OK? Limite de liquidité égale à moins 43. Et en ordonnée, l'indice de plasticité égale à moins 46,5. Les coordonnées de ce point-là. Donc, ce qu'il faut faire après ça, c'est de relier votre point A là, que vous avez ici au point B ici. Donc, en faisant ça, vous allez forcément couper l'axe des abscisses là, l'axe des limites de liquidité là, à un point. On va appeler point C. Ce point C là, son abscisse, c'est la limite de retrait. Voilà. Donc, vous savez comment utiliser la, la, la charte de Casagrande là pour obtenir la limite de retrait. Donc, je pense que pour la charte de Casagrande là, c'est tout comme ça, hein. On va passer maintenant à la dernière partie de ce chapitre-là. C'est la structure du sol. Donc, ici, la structure du sol, là, ça réfère à la façon dont les particules du sol sont organisées et influencées. Cela est influencé par des facteurs comme la forme des particules, la taille des particules, la composition minérale des particules et les caractéristiques de l'eau du sol, là. Okay? Donc, globalement, les sols, on les classe en deux catégories principales. Okay? Deux groupes. On a les sols sans cohésion, qu'on appelle cohesionless en anglais, et les sols cohésifs. OK? Donc, chacun de ces types-là, de sols-là, a des arrangements de particules distincts de l'autre. OK? C'est pas la même chose. Donc, on va commencer par les sols qui ne sont pas cohésifs, là. Non cohésifs, c'est-à-dire, par exemple, les sables et puis les graviers. Et ils ne sont pas cohésifs. Donc, dans les sols sans cohésion, là, ces gens de sols-là, les structures est généralement réparties en deux catégories de structures. Structure à grain unique et structure à nid d'abeille. OK? So, pour ce qui concerne structure à grain unique, là, seul grain, là, c'est le cas où les particules se touchent, sont collées les uns aux autres. Et c'est l'arrangement des particules très stable. C'est cet arrangement-là qui donne des particules très stables. OK? Donc, voici l'exemple. Donc, les particules se touchent de côte à côte. Ça, c'est dans le cas où le sol est lâche. Et ça, c'est dans le cas où le sol est un peu dense. Vous voyez que c'est un peu plus resserré. Donc, on appelle ça structure à grain unique, quelque chose comme ça. Traduit directement en anglais. De l'anglais, je pense. Donc, la densité de compactage, la densité là, si vous voulez, l'indice de vide, va varier en fonction de la forme des particules, de la distribution granulométrique et la position relative. Et aussi, ça va provoquer une large gamme quand même d'indices de vide en fonction de l'arrangement, en fonction de la taille des particules et tout ça. C'est ça qui détermine en réalité l'indice de vide. Maintenant, ce qui concerne la structure en nid d'abeille, là, on a ça ici. Vous voyez comment ça est? Structure en nid d'abeille. Ça aussi, c'est une autre possibilité. C'est comme si ce sont des colliers et il y a des vides, des gros vides à l'intérieur. Okay? Donc, on a des sables fins et des limons qui forment ces genre de choses, des petits arcs avec des chaînes de particules.
Donc, comme vous voyez, vous aurez pu imaginer, il y a trop de vide dans ces genres de structures-là, quand le sol a cette structure-là. Donc, ce qui fait que ces genres de sol-là, le taux, l'indice de vide, c'est pas taux de vide, hein, c'est l'indice de vide, est très important. Donc, ces sols peuvent supporter des charges statiques régulières. Par contre, si vous apportez des charges vraiment lourdes ou avec des chocs, ils peuvent montrer un détachement vraiment signifiant, détachement très important, car cette structure-là ne peut pas supporter ce genre de conditions-là, quoi. Ça va se briser facilement. Là, je parle maintenant des sols cohérents, des sols cohésifs, là, des sols qui ont de la cohésion, les argiles, par exemple. Donc, pour ces genres de sols-là, quand vous mettez des particules de l'argile, par exemple, dans de l'eau diluée, ils se mettent à se repousser initialement. C'est en raison des fortes forces de répulsion, des forces répulsives. Et c'est cela qui les permet de rester en suspension dans l'eau, par exemple. Okay? Et de subir des mouvements de quoi? Browniens aléatoires, je ne sais pas comment lire ça, formant une structure dispersée avec des orientations des particules parallèles. C'est ce cas-là, par exemple, petit a là. Donc, ça, mais c'est pas quelque chose qu'on peut voir à l'œil nu, en fait. C'est vraiment microscopique. Mais ce qui se passe dans l'eau, là, c'est ça comme ça, à peu près. Donc, lorsque ces particules-là, maintenant, étant dans l'eau, là, qui sont dispersées dans l'eau, là, après, ils vont commencer à se rapprocher un peu, dans leur suspension aléatoire, là. Ils peuvent se mettre ensemble, s'agglutiner en raison de l'attraction électrostatique, là, parce qu'il y a des charges autour des particules d'argile. Donc, ils se mettent ensemble et ils forment des flocs visibles. C'est ce cas-là qui est là. Des flocs plus gros se déposant maintenant par gravité. Donc, quand ils se touchent, ils deviennent des flocs, ils deviennent plus lourds. Donc, évidemment, ils vont eh, se déposer au fond à cause de la gravité. Donc, donnant lieu à un sédiment à structure floculante. Donc, c'est ce genre de structure-là, floculante. Okay? Si maintenant, dans votre eau, dans votre mélange d'argile avec de l'eau, là, vous ajoutez du sel dedans. Okay? Vous ajoutez du sel. Qu'est-ce qui va se passer? En ajoutant du sel, le sel, là, va avoir un effet vraiment notable sur les particules d'argile, là, parce que ce sel va permettre de réduire la répulsion. Donc, au lieu de se repousser là, ils vont tous s'attirer, se coller en agrégation et devenir vraiment plus en forme et se déposer. Les mêmes flocculations là encore. Donc, ces flocs-là qui vont se déposer et cela forme des sédiments avec une structure flocculante, comme ici. Sauf que ici, vous voyez que les particules sont plus parallèles que ce cas qui est là. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est microscopique, hein. Voilà. Donc, ce sont les différentes structures de l'argile qu'on a comme ça. Et autre chose, vous avez dans la nature, on peut trouver de l'argile, des gisements minéraux, des argiles minéraux comme ça, à 100%, qui sont purs. C'est vraiment très rare. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dès que dans votre sol là, il y a 50% ou plus
du poids de votre sol qui a des tailles de grains inférieures ou égales à 0,002 mm. Dès que vous avez ça, on dit que votre sol là, c'est de l'argile. Donc, vous allez voir, quand on va voir classification des sols dans le chapitre qui vient là, le chapitre 5, vous allez voir donc qu'est-ce qu'on appelle argile. Comment on classifie les sols. Si vous avez la part 50% du poids total qui a des particules inférieures ou égales à 0,002, on classe ça comme étant de l'argile en même temps. D'accord. Et il y a des études qui ont montré au microscope que les particules d'argile individuelles ont tendance à s'agréger, à s'attirer, à se mettre ensemble, et ça forme des structures submicroscopiques qui sont appelées des domaines. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne appellation, une bonne prononciation. Voici des trucs comme ça. Donc, les particules microscopiques là, vont se mettre ensemble pour former des particules submicroscopiques, c'est-à-dire plus grand, mais toujours microscopiques quand même. Et ces domaines-là aussi vont se regrouper pour donner des cristaux. Ces cristaux-là qui sont là, qui sont visibles au microscope optique. Donc, visibles au microscope optique, donc ça dit, ils deviennent de plus en plus gros. Et ces cristaux-là aussi, en se mettant ensemble, peuvent former des paires, okay, qui sont visibles sans microscope. Ces paires-là, voici un exemple, qui sont visibles sans microscope et qui sont considérés comme des éléments macrostructuraux, souvent aussi associés avec des articulations et des fissures. Donc, comme vous le voyez, les sols cohésifs là, les sols cohérents, ces sols cohésifs présentent vraiment des structures très complexes, avec à la fois des macrostructures et des microstructures, tous jouant des rôles vraiment très importants. Donc, ces structures ont des impacts sur le comportement du sol dans l'application des généries. Et nous avons le résumé de ces 5 structures des argiles là, des sols fins là, sols cohérents, qui sont résumés dans ce tableau là. OK? La structure dispersée, qui est formée par des particules individuelles de l'argile plus ou moins parallèles, orientées parallèlement. Ça, c'est le cas A qui est là. OK? Et quand ces particules-là se mettent ensemble, ça, c'est vraiment quand les particules flottent dans l'eau. Maintenant, quand ils se mettent ensemble, ils peuvent former des blocs, des flocs, donc des flocculations. OK? La structure floculante. Ça, c'est ce qui est là. Et c'est ce qui est là aussi. Celui-là, c'est en ajoutant du sel qu'on obtient ça. OK? Et ces flocs, ces flocs-là, et ces flocs peuvent aussi se mettre ensemble pour former des structures submicroscopiques qu'on va appeler ici des domaines. Ici. Donc, c'est juste un résumé de ce qu'on vient de faire. Après, ces domaines-là aussi vont se mettre ensemble pour donner des cristaux comme ça. Et ces cristaux-là aussi se regroupent ensemble encore pour donner des paires. Ce sont ces paires-là qu'on dit qui sont visibles sans microscope, là. Voilà. Donc, structure macroscopique. Voilà. Les cristaux là, avec microscope optique, on peut le voir. Light microscope. Ok, je pense que c'est tout hein, pour ce chapitre. Donc, on va juste arrêter là.
Et le prochain chapitre, on va commencer dans la prochaine vidéo. Il va s'agir de classification des sols. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.